Bonjour, donc voilà, enfin nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme annoncé, je vais vous expliquer et présenter comment utiliser le langage Java. Alors Java, on le retrouve dans pratiquement partout maintenant. Dans vos téléphones mobiles, vous avez des applications qui sont faites à base de Java. Sur les sites internet, vous avez les applets de Java qui peuvent se télécharger. Donc en fait, ces applets de Java là sont des petites applications. C'est un langage de haut niveau, donc haut niveau qu'on appelle programmation par objet. Donc vous allez voir, en gros, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste et ce qu'est en fait la programmation objet. Donc face à lui, vous allez souvent entendre parler du concurrent qui est aussi un langage objet de Microsoft, le C#. Voilà. Donc alors Java, ses points forts, c'est déjà la portabilité, comme je vous ai dit, vous le retrouvez aussi sur vos téléphones mobiles, notamment sur le fameux système d'exploitation Android qui équipe maintenant pratiquement 60% des téléphones portables. Il bénéficie d'une certaine facilité de programmation. Vous allez voir, en quelques jours, vous allez être capable de créer vos premières classes. Et puis, ses points forts, il est doté d'un IDE, donc d'un outil de développement et de débogage qui est gratuit et simple d'utilisation. Et puis, je devrais rajouter, je ne l'ai pas mis dans ce slide-là, c'est que Java, ça reste gratuit, contrairement à C# qui nécessite d'avoir Microsoft. Donc alors Java, son existence, Java déjà existe depuis déjà plus de 15 ans. Originellement, le propriétaire c'était Sun Microsystems, et depuis quelques années, enfin 2-3 ans, il a été racheté par Oracle. Donc les versions les plus anciennes qui ont commencé à partir de la 1.1 maintenant jusqu'à la version 8 que Java propose. Donc comme vous allez voir dans Java en fait propose une multitude de couches donc pour faire différentes applications. Donc vous allez pouvoir faire des interfaces graphiques en utilisant, nous allons voir un peu plus tard, les API de programmation Swing ou AWT. Mais aussi Java propose d'autres API, donc des API pour pouvoir accéder aux bases de données, donc ce qu'on appelle JDBC, pour faire aussi des API qui permettent de créer des bins, donc des classes tout simplement Java, qui vont permettre de monitorer des infrastructures, ce qu'on appelle, enfin c'est une norme JMX, et de l'instrumentation. Il y a encore d'autres API, mais on va se focaliser déjà dans ce tutoriel sur l'API JDBC, qui est, je pense, une des API primordiales en fait pour commencer à programmer avec Java. Et puis voilà. Sinon, alors Java, comme je vous ai dit, est portable sur toutes les plateformes. En fait, c'est Java, en fait, quand vous le compilez, génère du bytecode, et ce bytecode là est interprété et exécuté par une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle là, c'est ce qu'on appelle le JDK, qui est installable sur n'importe quel type de plateforme et interprétera le bytecode pour exécuter votre programme. Alors, pour que vous soyez capable en fait de pratiquer Java, ça commence par la pratique, et je vais essayer de vous donner les bases pour pouvoir que vous lancer et apprendre au fur et à mesure par vous-même. Alors, je vais illustrer ça par un cas concret. En fait, ça va être un exemple de projet qui n'est pas complet, mais j'ai commencé à le faire, et avec ce qui est déjà fait, vous allez pouvoir déjà comprendre un peu comment construire et comment ça marche. Donc en gros, le thème, c'est une mairie vous contacte et elle veut informatiser sa bibliothèque
et elle vous demande en fait tout simplement qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous allez procéder. Bon, dans ce cas d'exemple, la solution n'est pas unique, mais toutes les solutions sont envisageables. Mais c'est essentiellement pour vous montrer comment programmer et utiliser Java. Donc tout d'abord, ça passe déjà par le téléchargement du JDK. Donc je vous ai mis le lien du site sur lequel en fait vous allez pouvoir télécharger le Java. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis le lien Eclipse en fait. Alors Eclipse, c'est le fameux IDE qui va vous permettre de développer du code Java, de le compiler, de l'exécuter et de le débugger. Donc je vous ai mis le lien d'Eclipse. C'est gratuit, il est très complet. Donc il y a différentes versions pour faire différents types de programmation. Donc il y en a une version adaptée pour faire du PHP, l'éditeur PHP, pour faire du CSS, pour faire du JEE. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour faire du Java. Donc le socle Eclipse lui-même est codé en Java. Alors, Eclipse. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est important. Donc voici le fameux Eclipse. Donc ici, quand vous allez le lancer, vous allez voir ici, vous avez l'IDE. Donc là, j'ai codé quelques classes. Je vous montrerai par la suite. Donc ici, vous avez la vue Explorer. Donc là-dessus, vous avez vos différents projets. Voilà. Pour ces différents projets-là, vous avez les sources. Les sources, vous avez les packages. Et dans les packages, vous avez les classes Java. Voilà. Dans lesquelles, en fait, je vous montrerai que faire. À chaque fois, pour créer un nouveau projet, vous allez là, File New, Java Project. Donc, pour le faire jusqu'au bout, Java Project, Test. Hop, vous n'allez pas plus loin. Voilà. Vous avez les sources. Vous voulez créer une nouvelle classe. New. Classe. Donc, par défaut, il faut mettre un nom de package. Donc, le nom de package, en fait, c'est l'endroit où vous allez regrouper l'ensemble des classes autour d'un même package. Donc, ici, je vais l'appeler test.exemple, par exemple. Et je veux que ma classe soit créée dans le package par exemple, donc je mets ça, et je mets une méthode, je vais vous expliquer ce que c'est, public static void main, voilà. Donc cette classe là, c'est une classe toute simple. Donc là, le main là, en fait, quand vous allez exécuter cette classe, le JDK va appeler la fonction main, et dans la fonction main, il va exécuter votre code. Donc si par exemple, je lui dis d'afficher par exemple bonjour, voilà, donc je sauvegarde. Par défaut, à chaque sauvegarde, Eclipse compile. Donc pour runner cette classe, vous faites run as Java application bonjour. Donc ça s'est affiché là. Donc j'entre pas tout de suite dans le détail, c'est pour vous montrer déjà comment l'IDE fonctionne. Après vous avez la vue debug, ça vous servira pour plus tard, c'est-à-dire en gros vous pouvez positionner des points d'arrêt pour débugger votre code. Au lieu de faire run as Java, vous allez faire tout simplement debug as Java application. Donc là il vous demande de lancer la vue debug, vous faites yes. Et vous allez voir, hop, vous avez la vue debug, donc vous voyez le thread d'exécution de la classe. Ici, on s'est arrêté sur ce point d'arrêt là, et là vous voyez que args, vous pouvez voir ses valeurs. Donc c'est comme ça que vous allez débugger en pas à pas, et que vous pouvez faire avancer votre code en utilisant les flèches qui sont là. Donc, vous avez la multitude de possibilités de créer des projets Java, des classes, des interfaces, enfin tout ce qui concerne Java. Voilà, c'est je pense à peu près tout ce qu'il faut le savoir. Donc comme vous voyez par défaut quand vous créez un projet, vous voyez votre
il référence directement la JVM, donc le Java, le JDK que vous avez installé. Donc moi je l'ai installé dans ce répertoire-là. Et Eclipse va se servir de ces librairies-là pour compiler vos classes et générer le bytecode. Donc en fait, il va générer des points classes, dans lesquels ce sont du bytecode. Donc revenons à la présentation. Voilà. Alors, là je vous ai parlé de beaucoup de choses, de manière anodine sans trop rentrer dans le détail. En fait, voilà, il va falloir qu'on voit en survolant ce qu'est déjà les notions élémentaires de conception d'objets. Vous allez entendre les termes classe, héritage, visibilité, donc les attributs privés, public, protected, les constructeurs, interface, méthode, surcharge, l'overloading, l'overriding. Ces notions sont les notions de base de ce qu'est le langage objet. Ensuite, nous allons aborder ce qu'est la gestion mémoire, comment on considère la gestion mémoire quand on utilise Java, l'instanciation des objets, les constructeurs, les mots-clés statiques finales, ce que ça implique, et l'utilisation des collections pour stocker nos objets en mémoire vive. Et ensuite, nous allons aussi nous attarder rapidement sur les types, c'est les types que Java propose. Donc en gros, qu'est-ce que la notion objet? Alors, la notion objet, c'est très simple, c'est une vision un peu abstraite de la réalité, c'est-à-dire de manière simple, de modéliser, par exemple, là j'ai pris un exemple, je veux modéliser ma Polo de Volkswagen, je veux le modéliser sous forme objet, donc sous forme de classe. Donc pour moi, par définition, une Polo Volkswagen, c'est très spécifique, mais de manière un peu plus générique, c'est quoi? C'est une voiture. Une voiture, c'est quoi? C'est un véhicule. Et ce véhicule-là, il appartient forcément à quelqu'un. Donc là, de manière intuitive, le véhicule, je l'ai symbolisé ici. Le véhicule, c'est quoi un véhicule? Un véhicule, il y a une marque, il a des roues, il a une puissance fiscale, il y a un type d'essence, soit du gasoil, soit du super, il a une couleur, donc c'est les attributs principaux de ce qu'est un véhicule. Donc la voiture, c'est quoi? C'est un véhicule. Donc le véhicule, je lui dis d'hériter de voiture. Donc la voiture est une classe fille de véhicule, donc ce qu'on appelle l'héritage. Elle hérite de toutes ses propriétés, parce qu'une voiture c'est un véhicule, donc elle a aussi une marque, une roue, une puissance, de l'essence, couleur. Donc cette flèche-là qui symbolise l'héritage. Mais ne voyons pas tout simplement une voiture, un véhicule ça peut être aussi une moto. Donc motocycle, qui hérite aussi des mêmes caractéristiques de véhicule. À l'inverse que, par exemple, le nombre de roues, là il y en aura 2, alors que pour la voiture il y en a 4. Et comme je vous ai dit, à un véhicule, on peut associer un propriétaire, donc ce qu'on appelle les associations. Donc la classe propriétaire, un propriétaire, on peut le symboliser par un nom et une adresse. Donc là, la façon dont je vous décris ce qu'est ma Polo, je le décris de manière, ça c'est ça appartient à. Donc c'est cette façon-là qu'on appelle la méthode objet, la façon dont je raisonne. Donc là, vous avez posé peut-être la question, ce que ça veut dire le 0 étoile 1, ça veut dire en gros, plusieurs 0 ou plusieurs véhicules. Donc là, j'ai fait une petite erreur, ça devrait un ou plusieurs, je corrigerai par la suite, ont un propriétaire. Voilà, donc là, vous avez déjà une petite modélisation objet. Vous allez voir aussi les méthodes. J'ai défini des méthodes véhicule, voiture, motocycle. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, véhicule qui prend comme argument marque, roue, puissance, fiscale, essence, c'est ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui va vous permettre de créer l'objet véhicule, de l'instancier, ce qu'on appelle instancier, et de pouvoir ensuite utiliser toutes les méthodes qui s'appliquent à un véhicule. Par exemple,
j'ai créé une méthode afficher marque qui, une fois que vous aurez instancié véhicule, vous pourrez appeler la méthode afficher marque pour afficher la marque du véhicule. On peut créer plusieurs constructeurs pour initialiser les attributs de véhicule. Idem pour voiture, idem pour motocycle. J'ai fait la même chose. Sachant que, comme je vous ai parlé d'héritage, de manière explicite, voiture a son constructeur et appellera le constructeur véhicule pour initialiser lui-même ses paramètres, parce que c'est de l'héritage. Alors, codons un peu. Donc alors voilà, c'est parti. Je vais vous montrer dans l'exemple que je vous ai expliqué les notions de base de Java. Donc voilà, j'ai codé le schéma que je vous ai présenté. Donc revenons à Eclipse. Alors, notion élémentaire, voilà. Ici, vous retrouvez le véhicule. C'est une classe avec les différents attributs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est regroupé dans le package com.véhicule. La visibilité, c'est public, c'est-à-dire en gros que cette classe-là sera visible par n'importe quelle autre classe dans n'importe quel autre package. Les attributs, donc qui sont privés. Donc là, c'est ce qu'on appelle de l'encapsulation. Pour pouvoir accéder à ces attributs de cette classe-là, personne ne pourra y accéder si vous ne déclarez pas des méthodes, donc par exemple typiquement getMark, pour pouvoir demander l'attribut marque de véhicule. Ici, vous avez les types, un des types Java le courant, donc ce qu'on appelle string, c'est une chaîne de caractères, et un entier. Vous retrouvez ensuite les deux classes filles qui héritent de véhicules, de motocycle, donc extends pour dire que j'étends les propriétés de véhicule à motocycle, parce que motocycle c'est un véhicule, et voiture, et la même chose étant véhicule, j'étends les propriétés, j'en rajoute une nouvelle. Toutes les méthodes sont publiques, vous pouvez le voir, il y a le constructeur avec les arguments. Là ici, le terme this c'est pour désigner une référence sur l'attribut de l'objet voiture qui est CV. Integer c'est encore un type d'objet désignant un entier, donc c'est propre à Java. Ici, vous voyez, j'ai défini la méthode affichage marque. Alors quand vous voyez le terme @override, ça veut dire en gros que j'implémente, je surcharge la méthode affichage de véhicule. Donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on verra un peu plus en détail, l'overloading et l'overriding. Donc là ici dans ce cas-là, c'est de l'overriding. Ensuite, j'ai défini client. Donc si on revient sur les slides, vous voyez, j'ai défini voiture, motocycle, qui dérive de véhicule. Client, bon, au terme près, c'est le propriétaire. Moi, je l'ai appelé client, donc la Java. Donc, client, c'est une classe Java. Je vais vous introduire une nouvelle notion. Elle implémente eClient. Qu'est-ce que eClient? C'est une interface dans laquelle je définis des méthodes, juste les signatures des méthodes. Et c'est cette classe-là qui doit implémenter les méthodes. Alors, en gros, c'est ce qu'on appelle un pattern. Un pattern, c'est une façon de concevoir les objets entre eux. Ici, c'est un pattern qu'on appelle interface. En gros, c'est tout simple. Sans me poser trop de questions, je vais tout sur la façon dont ça va fonctionner. Je vais me dire, voilà, je vais décider d'exposer ces fonctionnalités-là à n'importe quel type d'objet. Donc là, ici, dans l'interface client, je lui dis que je veux récupérer le nom, l'adresse, les véhicules et pouvoir ajouter un véhicule sans penser à l'avance à savoir comment on va implémenter les méthodes. Donc client qui implémente eClient, donc l'interface, le constructeur, les fonctions qu'il implémente,
vous voyez un nouveau type map, c'est un type de collection dans laquelle vous allez pouvoir stocker des véhicules. Donc à chaque fois qu'un client est propriétaire d'un véhicule, il pourra ajouter des véhicules qui seront stockés dans une map. Donc une map en fait c'est une collection ensembliste de type clé-valeur. Donc pour un nom, on pourra lui associer un ensemble de véhicules, ce qui correspond tout simplement à l'association que je vous ai mis là. Un propriétaire peut avoir un ou plusieurs véhicules. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a modélisé, codé l'ensemble de ce diagramme, ce qu'on appelle en fait ici, je ne l'ai pas dit, mais c'est un diagramme UML. Unified Modeling Language. Donc revenons là. Du coup, j'ai codé une classe test. Donc en fait, cette classe test là, elle écrit une méthode public static void main, donc toujours cette signature là, pour pouvoir exécuter le programme suivant. Donc qu'est-ce que fait cette classe main? Elle instancie un nouveau client, donc moi-même, puis des véhicules, donc j'en ai défini 3 en appelant leur constructeur, une liste de véhicules, donc une liste c'est un nouveau type, donc c'est une nouvelle collection que je vous montre, c'est l'Orelist, qui est en fait une collection de type list, dans laquelle j'ajoute mes différents véhicules. Je fais appel à ma méthode ajouter véhicule pour stocker l'ensemble de mes listes de véhicules. Ensuite, là on va y venir un peu plus tard, j'ai mis overload et override. Alors l'overload en fait, c'est une méthode que l'on surcharge depuis la classe parente. C'est-à-dire que dans la classe parente véhicule polo, donc si on vient à véhicule, j'ai une méthode qui s'appelle setPuissance qui prend comme paramètre un string. Ici, hop, si on vient ici, c'est la même chose, j'ai une méthode, mais cette fois-ci, appartenant aux voitures, mais cette fois-ci, cette méthode à un entier. Donc en gros, la surcharge consiste en fait à avoir le même nom de méthode, mais avec des arguments différents, et possédant le même type de retour. C'est ce qu'on appelle l'overloading. Et comment Java va savoir quelle méthode appeler? C'est en fait la résolution se fait à la compilation. C'est-à-dire que ici, le setPuissance, il appelle le setPuissance de véhicule polo, donc de véhicule. Si par exemple je m'amusais à mettre tout simplement 8K en entier, le compilateur m'indique que c'est une erreur, que la méthode setPuissance prenant un entier n'existe pas. Ici ensuite, j'appelle les méthodes affichage marque. Alors, de véhicule polo, donc véhicule polo qui est tout simplement un véhicule, et de véhicule Peugeot, qui est aussi une voiture. Donc, ici, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'instancie une voiture de cette façon-là, le type est un véhicule. Donc en fait, je fais tout simplement de manière implicite, c'est de dire que quand vous écrivez ça, que un véhicule, une voiture c'est un véhicule. Donc là, en fait, pourquoi j'ai mis override? Parce que cette fois-ci, le affichage marque, c'est la même signature de méthode que les classes qui en dérivent en voiture. Vous voyez, affichage marque surcharge la méthode affichage marque de véhicule, c'est exactement la même signature, contrairement à l'overload. Mais cette fois-ci, vous allez me poser la question, comment Java fait pour distinguer, est-ce qu'il doit appeler affichage marque de voiture ou affichage marque de véhicule? Alors là, Java résout ce problème-là au runtime, à l'exécution du programme, contrairement à l'overload où la résolution se fait à la compilation. Donc là, je définis encore un autre véhicule. Et ce que je me dis, voilà, le client ne peut pas avoir plus d'un véhicule chez lui. Donc s'il n'en a plus d'un, je jette une exception. Alors, je la rattrape en faisant un try catch, donc c'est une propriété, c'est des spécificités Java.
pour juste afficher une trace. Donc en fait, les exceptions, c'est très utile parce que quand vous allez utiliser des API d'accès aux bases de données, comme ce qu'on va voir plus tard à JDBC, toutes ces API génèrent des exceptions. Par exemple, une exception peut être tout simplement « j'arrive pas à me connecter à la base », ça peut être « le mot de passe est mauvais, je génère une exception ». Donc les exceptions permettent de générer des événements liés à des comportements anormaux, et derrière, vous pouvez les rattraper et générer un type de traitement particulier. Donc c'est ça l'utilité des exceptions, c'est un des points clés aussi de Java. Donc là on a vu pas mal de choses, pas mal de notions différentes. Donc là, je vais quand même jouer un peu. Qu'est-ce que c'est de ligne affiche? Ce que je vous disais, c'est de l'override. Donc la voiture redéfinit la méthode affichage marque de véhicule, et pourtant véhicule polo c'est une voiture, et une voiture c'est un véhicule. Alors, comme je vous disais, est-ce que véhicule polo va appeler affichage marque de véhicule ou de voiture, à votre avis? Eh bien, le compilateur il va dire j'appelle affichage marque de voiture dans son programme. Hop. Et regardez, voiture de Volkswagen, voiture de Peugeot, et ici le fameux véhicule de Renault. Donc en fait l'affichage est simple, c'est dans affichage marque, pour savoir qui est appelé, tout simplement quand c'est affichage marque de véhicule, j'ai affiché véhicule, et quand c'est affichage marque de voiture, j'affiche voiture. Comme ça, vous voyez bien que je ne triche pas. Voilà. Et là, vous voyez l'exception que je lève quand le propriétaire a plus d'une voiture. Donc voilà. Sur cet exemple, on a vu pas mal de choses, pas mal de notions différentes. Donc là, le schéma, on l'a complètement implémenté. Donc pour rappel, vous avez vu une interface. C'est une vue abstraite côté utilisateur dans laquelle on propose des méthodes, juste les signatures. Ça permet d'unifier en fait l'ensemble des fonctionnalités, c'est-à-dire que tout le monde partage les mêmes méthodes à implémenter et à appeler. Donc réutilisation et généralisation. Vous avez vu l'héritage, donc le fameux mot-clé extend, qui permet en fait d'hériter le comportement d'une classe et d'implémenter de nouvelles fonctionnalités. Le constructeur, qui permet la création d'objets. Et puis ensuite, les fameuses notions d'overloading et d'overriding. Hop, je vais repasser en vue diaporama. Voilà. Alors l'overloading, c'est le fait d'implémenter deux ou plusieurs méthodes avec le même nom. Ceci n'est possible qu'à condition que le type de méthode soit le même et que les deux méthodes diffèrent de leurs paramètres en type et en nom. C'est ce que je vous disais. Overriding, c'est le fait de redéfinir dans une classe fille qui a arrêté d'une autre classe une méthode tout en gardant le même nom, mais en l'implémentant différemment. Overloading, le lien se fait à la compilation, alors que l'overriding, c'est complètement dynamique, se fait à l'exécution du programme. Donc, là, pour le slide suivant, ce sont les différents types de collections. Donc, ce que vous avez vu dans le programme, vous avez vu le type list, qui en fait, list, c'est une classe abstraite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on appelle une classe abstraite? C'est une classe ayant tout simplement un ensemble de méthodes qui sont à moitié implémentées, c'est-à-dire des méthodes qui sont complètement codées et d'autres méthodes qui restent à coder, et c'est dans l'implémentation qu'elles seront codées. Donc EureList est une implémentation de liste. Donc, comme vous pouvez voir, list, il y a plusieurs classes filles, donc linked list, vector, donc tout ça, la classe maître, c'est collection. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune a une particularité spécifique. Le vecteur, alors le vecteur, ça permet de collectionner des objets de type tout simplement des objects dans une liste, parce que vecteur c'est une liste.
ce qu'il faut savoir, c'est que le vecteur, on dira, il faut faire attention, il est synchronized. En gros, qu'est-ce qu'on appelle le mot-clé synchronized? C'est un mot-clé Java. En gros, quand vous avez un programme multithreadé et que chacun va vouloir ajouter un élément dans la liste vector, bah, tout simplement, Java va tout simplement bloquer les threads qui vont vouloir rajouter simultanément des valeurs tant que l'autre thread n'aura pas rajouté sa valeur, enfin son objet dans le vector. Vous avez ensuite, donc ça il faut faire attention parce que ça a des impacts de performance quand vous utilisez vector. Le ArrayList, donc la liste qu'on a utilisée pour stocker les objets avec les méthodes add. La linked list, donc c'est une liste chaînée. En fait, c'est un ensemble de. En fait, il faut voir ça comme un ensemble de cases qui sont reliées les unes aux autres par une notion de référence. Ensuite, vous avez les sets. Alors, les sets, en fait, c'est tout simplement, en gros, des collections dans lesquelles vous allez stocker des objets qui seront uniques. Donc voilà, après vous pouvez regarder la hachette et la triset sur directement et voir toutes les méthodes sur directement docoracle.com. Donc je vous mets en fait la doc API qui sera pour vous une bible. Vous pouvez vous amuser à utiliser dans des exemples ces collections là pour vous familiariser avec leur utilisation. Alors les types Java, alors vous avez les types simples, boolean, et vous avez les floats, les doubles, les bytes, les shorts, les int, les longs, les charts. Donc là, vous pouvez aussi vous référencer sur Java, sur le doc, comme ça vous saurez à peu près ce que vous pouvez stocker en float, en double. Voilà. Alors, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on instancie des objets, mais on ne les libère jamais. Contrairement à C++ où concrètement on fait un appel dans le code pour le libérer, là ici, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est le garbage collector, le GC, ce qu'on appelle, c'est un process Java qui lui va se charger d'identifier tous les objets qui ne sont plus utilisés et les supprimer pour libérer de la mémoire. Alors, on appelle que c'est le garbage collector détermine l'éligibilité au GC. Donc comment? Donc là, c'est un algorithme qu'on appelle un algorithme de génération qui détermine les objets les moins utilisés et les plus utilisés. Par contre, il faut savoir que plus le garbage collector va passer, plus ça a un coût CPU. Parce qu'il va consommer à chaque passage du garbage collector, le CPU est d'autant plus sollicité. Donc alors là, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu nouveau. On va voir une autre facette de Java, donc c'est tout ce qui concerne en fait les propriétés de GUI. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc là on aborde maintenant la partie plus ludique, la partie graphique. Donc, hop, rien de tel qu'un peu de code. Mon premier GUI. Et vous allez voir ce que vous pouvez faire, une petite application, boum, hop, j'agrandis, où j'ai créé un petit bouton, une petite case pour augmenter, diminuer, donc là c'est juste un bouton, affiché, message d'information pour l'utilisateur, je peux lui demander de recommencer, afficher à nouveau, je recommence, ou alors abandonner pour arrêter, et je ferme le petit GUI. Donc là c'est vraiment quelque chose de très basique qui est à la portée vraiment de tout le monde. Donc, vous allez voir que parmi tout cela, vous avez différents types d'API Java, donc Swing, AWT, SWT. Personnellement, moi j'ai choisi SWT. Alors, parce que c'est light, facile d'utilisation. Donc, le principe, je vais vous décrire le principe, c'est toujours le même. Déjà, il faut appeler la méthode display qui elle va se charger d'interagir avec la couche de système d'exploitation pour gérer la visualisation graphique de votre composant. Ensuite, il faut ouvrir une fenêtre graphique qui sera gérée par le système d'exploitation.
Ensuite, il faudra définir la disposition des composants, le widget, donc c'est-à-dire en gros de pouvoir avoir une grille pour pouvoir savoir comment on dispose les boutons, les écrans, les inputs, dans quel sens, est-ce qu'on les oriente horizontalement, verticalement. Il faudra ensuite définir les événements associés aux actions de l'utilisateur, par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand je clique sur le bouton, ça génère un message, donc c'est un événement de type message. Et puis à la fin, il ne faudra pas oublier de libérer les ressources graphiques appelées en faisant un dispose. Parce qu'en SWT, c'est à nous de le faire. Donc je répète, quand je dis widget, les widgets, c'est ce qui désigne en anglais les composants graphiques. Quand vous allez entendre parler de conteneur layout, c'est ce qui permet en fait de savoir comment on dispose les éléments. Est-ce qu'on les dispose tous d'une manière horizontale, verticale, en quinconce, en grille. Donc voilà. Donc quand on vient sur le code, tout simplement j'ai pris un objet de type composite, donc c'est tout simplement un objet graphique basique. Je définis son constructeur, je définis un bouton, donc le fameux bouton que vous avez vu sur lequel j'appuie et qui affiche bienvenue sur MixMeWorld. Et je décide de l'exécuter dans mon fameux main, donc toujours le display à déclarer, de définir la taille de l'écran, le bouton, donc je l'implémente, et de définir un listener, donc c'est un écouteur d'événements sur le bouton quand je clique dessus, et la méthode handleEvent qui sera appelée à chaque fois que j'aurai cliqué sur bouton abandonné, donc sur abort, retire, ignore. Et à la fin, je n'oublie pas de libérer les ressources quand j'ai terminé. Donc c'est simple, c'est très très simple, et vous allez voir, rien qu'avec ces petits trucs de base, vous allez pouvoir aller très très loin. Donc là, parmi les widgets, donc je vais agrandir un peu l'écran, il y en a différents. Donc là, il y a les boutons, ce que j'ai vu, les boutons basiques, les composites, ce type de boutons, les combos, donc les listes déroulantes, les canvas pour dessiner, et puis d'autres menus. Donc c'est vraiment, vous allez voir dans SWT, il y a vraiment des tas de widgets qui sont déjà faits, il suffit juste de les instancier, comme j'ai instancié le bouton pour utiliser des boutons. Au niveau des layouts, il y a différentes catégories, absolute, fil, row, grid, forme, donc pour les formulaires. Là, c'est pour disposer les éléments en ligne. En grille, donc en grille, tout simplement comme un jeu de dames. Donc voilà ce qu'il faut savoir à peu près. Donc là, en fait, c'est vraiment très basique. Je l'ai codé une petite case pour vous montrer le principe de base qui est applicable partout. Donc après, quand vous récupérez l'événement, ce qu'il faut juste savoir, vous pouvez, là, ici, j'affiche un message, mais rien ne vous empêche, et c'est là que vous allez commencer, d'implémenter des fonctions. Par exemple, j'appuie sur un bouton, hop, je déclare un objet, cet objet-là va se charger de récupérer les données utilisateurs saisies dans l'objet graphique pour aller les insérer en base. Donc vous voyez, la logique est très très simple. Donc ici, qu'est-ce que c'est que ce slide? J'en ai profité pour mettre le site sur lequel tout simplement vous allez pouvoir télécharger en fait une API. Hop. Hop. Voilà, Windows Builder. En fait, c'est très pratique parce que ça permet de manière très facile de pouvoir graphiquement créer une application graphique. Donc vous pouvez la télécharger et jouer avec pour créer des composants graphiques, des fenêtres. C'est facile à utiliser, je vous laisse la télécharger, jouer un peu avec. Donc là, la réalisation de la bibliothèque, pour réaliser la bibliothèque, il faut télécharger un driver MySQL qui va vous permettre, en fait, parce que j'ai, disons, créé la table sur une base de données que j'utilise qui s'appelle MySQL. Donc voilà.
pour vous montrer un peu, donc j'ai créé le projet bibliothèque dans laquelle j'implémente une interface bibliothèque. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle va contenir, mais à peu près les fonctionnalités classiques de ce que l'on peut voir dans une bibliothèque, de pouvoir consulter un livre, de pouvoir enregistrer des livres, les modifier, supprimer des livres, ajouter des adhérents, modifier des adhérents, consulter des adhérents. Donc déjà définir les interfaces, définir ce qu'un adhérent c'est un client. Ensuite, j'ai défini ce qu'on appelle des DAO. Donc en fait c'est un pattern, c'est tout simplement en gros une couche chargée de manipuler des objets pour les insérer en base. Donc par exemple client DAO qui lui va se charger de tout simplement de gérer des clients, les clients et de les insérer en base. Livre, de gérer uniquement les livres. Donc j'ai juste défini les méthodes, mais je n'ai pas encore implémenté leurs fonctionnalités. Idem pour livre. Donc pour livre, je l'ai fait. Donc tout simplement sélectionner un livre d'après son titre. Donc là, je crée. Donc on va rentrer un peu dans ce qu'on appelle JDBC. Donc Java Database Connection. Donc là, ici, à partir d'un nom de livre, je retourne un livre. Donc en gros, je crée une connexion à la base de données. Donc là, c'est un objet de type connexion qui est dans le package par défaut Java. Ici, je vais lui créer en fait un ordre SQL. Donc ici, voilà, l'ordre SQL consiste à récupérer tous les livres de la base de données en mettant un titre. Donc là, je set l'attribut titre. Et ici, j'exécute la requête. La requête va me retourner un ensemble d'éléments qui seront contenus dans la base et ayant pour le nom le titre du livre que je lui ai mis là. Je la parcours en faisant un ns.next et je récupère un par un les éléments du livre pour recréer un objet livre, donc avec les éléments que j'ai récupérés du result set, et je retourne le livre. Comme vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des exceptions, c'est ici, comme je vous ai dit, qu'il faudra rattraper l'exception, et ici j'affiche un message, je log juste un message. Voilà très simplement ce qu'est JDB, c'est juste une couche d'abstraction implémentée en Java qui permet de se connecter à votre base de données. Il vous faut, comme vous voyez, rajouter le connecteur MySQL. Donc chaque librairie que vous allez rajouter, boum, vous allez ici dans Bull Pass et vous le rajoutez en faisant adjar pour le rajouter dans le pass. Donc vous allez pouvoir vous amuser un peu avec et si nécessaire, terminer ou commencer tout simplement de coder ce petit exercice et je serai prêt à vous le corriger et à vous donner des conseils sur le forum smicworld.com. Donc voilà. Alors, on va aller un peu plus loin en Java. On va parler de ce qu'on appelle le multitâche. Donc en gros, comment gérer simultanément et d'exécuter simultanément plusieurs tâches. Donc ce qu'on appelle le threading. Donc je reviens au diaporama. Donc un thread, c'est une unité de traitement en anglais. Donc là c'est un petit schéma qui explique comment ça fonctionne. On crée un thread, on lui associe une tâche, on le démarre, start, il passe à l'étape prêt à être exécuté, il exécute son traitement, il la termine, donc il passe à l'étape terminée, ou le CPU ensuite peut le relâcher et le remettre à l'état prêt. Il peut être le thread en attente d'un événement, donc se bloquer et de se mettre en attente sleep. Il peut être réveillé de son sommeil si le système lui notifie. Et le thread d'exécution principal peut se mettre en attente que le thread termine sa tâche et rejoigne en fait l'exécution du thread courant pour continuer le déroulement du programme. Donc ici c'est très simple, je crée une classe compte qui dérive de la classe thread, c'est une classe Java,
Ici, je lui dis d'afficher 1 2000 plusieurs fois. Donc là, vous voyez que j'implémente la méthode run dans laquelle je lui dis d'afficher plusieurs fois les valeurs. Donc le for, c'est une boucle, tout simplement. Et je lui dis qu'entre chaque valeur affichée, de dormir 100 millisecondes. Et que je démarre le thread dans la classe main en l'implémentant comme ça. Et en le démarrant en faisant une méthode start. En appelant la méthode start. Donc, toujours ma classe extend thread, implémenter la logique métier dans public void run, le démarrer le thread, start. Join, c'est ce que je vous disais, par exemple, je reviens dans l'exemple précédent. Hop. La classe main est exécutée par le thread courant. Là, ce sont les threads secondaires. Alors, je peux dire à mon thread courant d'attendre que les threads qui s'exécutent là se terminent. Donc join notify. Si ces threads là se mettaient, j'avais appelé explicitement sur ces threads là la méthode sleep. Donc sleep ici et sleep là. Enfin, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je peux dire dans le thread courant de les notifier et directement les threads se réveillent avant même d'attendre les 100 millisecondes. La méthode wait, c'est-à-dire que les threads, tu peux les mettre en attente, et la méthode sleep pour les mettre en pause. Donc voilà. Ici, j'ai implémenté un thread pour faire l'utilisation de la méthode join. Donc ici, vous pouvez implémenter l'interface Runnable. Donc, quand vous implémentez Runnable ou vous faites un extend de thread, c'est la même logique, ça marche pareil. Vous exécutez le programme. Donc là, ici, je l'ai exécuté tout à l'heure. Donc là, je lui demande d'afficher les statuts des threads. Donc, dans le thread courant, vous démarrez le thread ayant comme unité de traitement le thread démo. Ce qui se passe, c'est que vous démarrez la logique de thread démo, il va afficher le nom du thread, donc c'est le thread courant, thread 0. Il lui dit juste, il lui demande le statut du thread, bah, il est alive, donc il est vivant. Il lui dit, bah, rejoins le thread courant, il affiche le nom, c'est toujours thread 0, parce que c'est le thread courant, et le statut, il false, c'est-à-dire qu'il n'est plus vivant, c'est-à-dire que ce thread là a fini son exécution. J'ai codé aussi tout simplement d'autres types de threads, donc là du type receveur message sender. Donc en gros, ben, on envoie un message et le receveur attend l'arrivée du message. Donc deux threads, un waiter et un notifier thread. Donc si je lance le programme, donc le receveur se met en attente de réception du message du sender. Donc quand on regarde le sender lui dort toutes les 3 secondes et à chaque fois envoie un message, donc en faisant tout simplement un message.notify. À chaque fois qu'il envoie un message, le receveur lui se synchronise par rapport à un message, il se met en attente de message et à chaque fois que sender fera un message.notify, le receveur se réveillera pour recevoir le message. Donc là c'est la notion de wait et notify. Je me mets en attente ou je notifie que celui qui se met en attente sur l'objet en question ici message de se réveiller parce que j'ai fait une action. Donc voilà en gros à peu près comment les threads fonctionnent par un petit exemple en Java. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon de comment commencer avec Java en vous expliquant vraiment les concepts de base. Donc je vous invite franchement à essayer de rentrer plus en détail dans les notions que je vous ai expliquées, à faire l'exercice bibliothèque, à ne pas hésiter à me solliciter sur le forum www.smicworld. Bon bah voilà, je vous remercie
de m'avoir écouté et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Merci.